Bonjour. Je vous ai déjà dit que je détestais le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Je ferai d'ailleurs prochainement un hors-série pour expliquer pourquoi je déteste ce film. Et bien maintenant que j'ai dépassé 400 abonnés sur YouTube, j'ai pris un boulard. Vous pouvez pas savoir. Alors aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Oui, moi, Alexis, jeune trou de balle qui fait des vidéos sur internet, je vais me permettre une critique sur l'un des réalisateurs les plus connus au monde, le mec qui nous a offert Le Cinquième Élément, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, etc. Quand on aura besoin de vos avis, on vous écrira. Ça se tient. Pour prouver ma bonne foi, je finirai même par les éléments que j'aime dans ce film. Restez jusqu'à la fin. Alors, je pensais suivre une approche chronologique du film, mais ça va vite devenir très indigeste pour tout le monde. Donc j'ai finalement rassemblé mes notes dans deux grands thèmes. Hey, mais si je ne m'abuse, ça veut dire deux vidéos? Et ouais. Tout d'abord, la gestion de l'élément déclencheur d'un film au travers des motivations de Jeanne, puis dans un second temps, un focus plus précis sur la mise en scène du film qui me permettra de commencer à aborder la grammaire cinématographique. Alors, si vous adorez la première vidéo, vous savez quoi faire pour la suite? J'ai d'abord un truc à dire sur l'équipe du film et plus précisément le choix des acteurs. Luc Besson est un Français qui réalise un film qui se passe en France sur une figure historique française. Et pourtant, les trois quarts du casting, à commencer par Jeanne et Charles VII lui-même, sont américains. Pourquoi? Parce que le rêve de Luc Besson a toujours été d'être reconnu aux US, d'être comme ses idoles américaines, donc ce film a eu deux boîtes de production, Gaumont et Columbia. Et vous connaissez les Américains, j'en ai déjà parlé, ainsi que leur protectionnisme, America First! Mais bon, c'est même pas mon plus gros problème. Après tout, si le but était de faire connaître cette légende à l'étranger par un film en anglais avec des acteurs connus, soit. Mais ça me casse les couilles! Oserais-je caresser l'espoir de vous voir couper cette vidéo, regarder ce film, vous faire votre propre avis et seulement après de venir le regarder? C'est un exercice amusant à faire et ça me fera 2 vues par personne. Commençons par un petit rappel de la structure d'écriture d'un scénario que je tiens du livre d'Édouard Blanchot, Les fondamentaux du scénario. Il est là, mais si je retire, les autres tombent et ça me gonfle. Les films sont dans leur grande majorité composés de 3 actes, l'exposition est la partie où sont exposés aux spectateurs les différents éléments qui vont faire fonctionner l'histoire. Elle plante le décor, présente le protagoniste, les autres personnages principaux ainsi que leurs relations entre eux. Enfin, elle expose les événements qui vont amener le protagoniste à réagir. Le développement contient l'action à proprement parler. Elle concentre la plupart des enjeux et rebondissements de l'histoire. Ce deuxième acte raconte les tentatives du protagoniste pour atteindre ses objectifs, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin. Enfin, la conclusion qui exprime les conséquences de l'acte 2. Le protagoniste a-t-il atteint son objectif? Les situations globales sont-elles meilleures ou pires qu'à l'exposition? Quels sont les changements personnels et globaux que le développement a apportés? On écrit souvent la fin d'un récit avant les 2 premiers actes, car c'est le moment où la proposition dramatique et la proposition thématique prennent tout leur sens. Mais en fait, c'est chiant un film! Certains oui, pourquoi? Si c'est tout le temps la même chose, c'est un peu répétitif, non? Ces 3 actes ne sont pas nécessairement racontés dans l'ordre. L'exposition peut être différée et racontée seulement après le dénouement. Par exemple, quand un film commence par la fin et nous raconte l'histoire par un flashback. Ou encore, un acte peut être raconté en plusieurs fois. Par exemple, les films de Guy Ritchie ou les heist movies, comme Ocean's 11, nous livrent une partie de la conclusion, puis reviennent en arrière pour nous apporter plus de détails, revient nous offrir une conclusion revisitée car nous avons de nouveaux éléments, etc. En tout cas, ce qui est impératif dans l'exposition, et je vous promets que c'est le dernier schéma de cette vidéo, c'est de répondre à quelques questions hyper basiques pour démarrer un film. Où et quand? Qui? Et quoi? Vous aurez remarqué que l'élément perturbateur est placé un peu en retrait car il n'est pas obligatoire de le montrer, il faut juste que le spectateur en soit conscient, parfois plus même que le protagoniste lui-même. L'élément perturbateur est un prérequis à l'incident déclencheur. C'est un problème préexistant dont le protagoniste, et parfois tous les personnages d'un film, peuvent ne même pas être conscients. L'incident déclencheur, lui, qui amorce réellement l'action du film, n'est que la confrontation du protagoniste avec ce problème. Prenons un exemple avec un film que tout le monde a vu, ça va nous aider. Jurassic Park. Alan Grant en est bien sûr le protagoniste. Il vit sur Terre à l'époque où le film est tourné. Bim, ça c'est fait. L'élément perturbateur ne nous est pas encore exactement connu, on va le découvrir avec lui. Mais on sait quel film on regarde, donc la toute première scène nous donne déjà une longueur d'avance. Il existe au moins une bestiole qui est assez peu portée sur l'humour. Alan nous est ensuite présenté. C'est un paléontologue passionné et compétent, nul avec les enfants qu'il n'aime pas, capable d'écoute sans pour autant déborder d'empathie, et qui aime par-dessus tout le travail de terrain. Voilà l'exemple d'une exposition bien écrite. Le film nous a appris tout ça en 7 minutes. Et vient ensuite l'élément déclencheur. Alors, il y a débat. Certains considèrent que l'incident déclencheur est la coupure d'électricité qui libère les dinos, et c'est vrai que ça commence vraiment à puer du cul à ce moment-là.
D'autres le situent au moment où Alan et Ellie Sattler voient leur premier diplodocus. Brachiosaure ? Dinosaure. Personnellement, je le situe à un autre moment, celui où l'existence des raptors est révélée à Alan. Rien que dans sa réaction, tout le film vient de passer d'un film de découverte scientifique à un film grave où un risque important existe. Et dans les yeux d'Alan, on voit tout ce que je vous ai montré dans le premier schéma. Enjeu, pression, motivation, urgence, obsession. Ainsi qu'une belle tache Forislop. Au passage, vu que je vais pas avoir grand chose à dire dans cette vidéo niveau histoire, je me permets de signaler que les vélociraptors mesuraient à peu près 50 cm de haut. Comment? Ouais, et il semblait que c'était des dinosaures à plumes. Comment? Comme probablement une très grosse proportion des dinosaures bipèdes. Comment? Et on les imagine tout le temps gris, or la plupart des reptiles et oiseaux actuels sont colorés. C'est juste que les pigments ne se fossilisent pas. Une dernière. Ce qu'on appelle les dinosaures porte en réalité le nom de dinosaures non aviens ou non aviaires. Ce sont les dinosaures qui ont disparu, par opposition aux dinosaures aviaires qui ne le sont pas. Les oiseaux. Et on n'était pas en train de parler d'un film là? C'est vrai ça. Pour en revenir à ce film, l'élément perturbateur était donc la préexistence de dinosaures vivants créés en laboratoire par l'entreprise InGen. L'incident déclencheur est donc la confrontation du protagoniste avec cette réalité. Les dinosaures existent, ils trouvent visiblement appétissants les petits culs d'humains sans écailles, il faut réagir à ce chamboulement total de l'univers mental d'Alan. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, c'est parti, on lance le film. Ça le lance! Commençons par le commencement. Déjà, l'invasion des Anglais depuis Calais, ça s'est pas du tout fait comme ça. Ça va, je déconne. Rapidement, deux événements arrivent dans les toutes premières minutes du film. L'apparition du Christ à Jeanne, au lieu de l'archange Saint-Michel, et Jeanne trouve une épée dans l'herbe. Il y a bien une légende autour d'une épée et des apparitions, ça n'est pas arrivé comme ça, mais c'est pas grave, ça fait gagner un peu de temps au film, et de toute façon, c'est pas un documentaire non plus. Mais gardez ça en tête, on en reparle à la fin du film. Par la suite, Jeanne n'a jamais vécu d'attaque de Don Rémy. Sa famille et elle ont déjà quitté le village pour le retrouver incendié, mais elle n'en a jamais rien vu. Là encore, c'est pas grave, lui faire subir l'attaque au bout de 10 minutes de film permet à la fois de le démarrer, mais aussi de montrer les Anglais comme une vraie menace, présente jusque dans la France périphérique, comme dirait l'autre. Et c'est super! En 12 minutes, Luc Besson a répondu aux grandes premières questions. Où et quand? France 1425. Qui? Jeanne, petite fille gaie et pieuse qui grandit dans un milieu paysan. Élément perturbateur, le royaume est au bord du gouffre puisque même très loin des côtes de la Manche, les Anglais sont une menace jusque dans les bourgs de 35 maisons. Là où j'ai un vrai problème, c'est le viol et le meurtre de sa sœur Catherine. On peut y voir la même intention de faire vivre la menace au moment où le film nous présente ses enjeux. Mais cette attaque est précisément l'incident déclencheur. Il n'y a pas de doute possible. C'est ça qui va donner la direction du film, la mission que Jeanne doit accomplir, et donc sa motivation profonde. Je fais un petit aparté et on reprend. Pour ceux qui l'ignorent, nous Français avons la réputation depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins chez les anglo-saxons, d'être des lâches. D'ailleurs, nous disons filer à l'anglaise, eux disent to take the French leave. J'imagine que c'est de bonne guerre. Mais Luc Besson est français, bordel! Pourquoi jouer sur ce stéréotype? Mais on vous emmerde, monsieur Besson! Je comprends la volonté de draguer votre public anglophone, mais à quoi ça sert? D'autant que les hommes de Charles VII que vous dépétiez par la suite sont tout sauf des lâches. Bref, suite à la mort de Catou, Jeanne va se retrouver complètement abattue, à regarder de travers la croix de sa tombe, et au point de refuser de dire Amen à la fin du Bénédicité prononcé par son oncle. Or, on vient de nous montrer sa dévotion totale. Est-ce qu'elle fait un rejet de Dieu? Est-ce qu'elle le rend responsable de la mort de sa sœur? Ne me regarde pas comme ça, j'en sais rien. S'ensuit une confession avec un prêtre, au cours de laquelle elle explique vouloir voir les Anglais brûler en enfer pour toujours, ce à quoi le prêtre répond que la vengeance n'amènera jamais la paix. La discussion change instantanément de direction pour nous expliquer que Jeanne ne veut plus attendre un signe du ciel et qu'elle veut communier tout de suite, ne pas attendre sa première communion, au sens sacrement du terme. Puis dans une scène complètement frénétique, Jeanne s'introduit dans une église, ouvre le tabernacle où se trouve le calice, l'emplit de vin de messe et s'en met des grandes rasades façon troisième mi-temps du derby ariégeois tout en renversant partout sur elle parce que elle veut être avec le Christ maintenant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la mission que Jeanne doit accomplir vient en 2 scènes de devenir une histoire de vengeance et plus une mission divine de reconquête du royaume de France. Ce n'est plus du tout la même histoire. Du tout. Elle se présentera plus tard au roi lui indiquant avoir été envoyée par Dieu pour libérer la France. Mais c'est trop tard. On vient d'introduire le fait qu'elle veut voir tous les Anglais brûlés. Ce film est un film de vengeance. Donc, partant du problème, la France est sur le point de disparaître complètement, au lieu de se retrouver avec élément déclencheur, les apparitions de Jeanne. Faire couronner le roi et bouter les Anglais hors de France, guidée par Dieu et son amour pour le roi. Si elle n'y parvient pas, le trône reviendra aux Anglais. Elle ne sait pas diriger une armée et elle est une femme. La France s'effondre et elle n'a que 2 ans pour jouer son rôle. Accomplir sa mission sans verser le sang. On se retrouve avec sa sœur est violée et tuée, se venger des Anglais, la haine et la vengeance, que dalle, elle n'est personne et ne sait pas se battre, que dalle,
tuer des Anglais. Oh, le chef-d'œuvre! C'est nul à chier comme motivation. Parce qu'elle veut même pas buter les hommes qui ont fait ça à sa sœur, non. Elle veut buter tous les Anglais. Du coup, on se retrouve avec une histoire de vengeance qui n'a pas de but précis. Réfléchissons-y un petit peu. Elle veut ces trois-là, elle veut les Anglais en France, elle veut tous les Anglais. Le public n'adhère à la mission de Jeanne pour la France que parce que c'est une figure connue dont tout le monde connaît l'histoire. Au passage, oui, si mon film a Jeanne pour protagoniste, il y aura à peu près les mêmes enjeux que j'ai cités. Pas cela, cela. Oui, je suis conscient que la plupart des gens connaissent ces grands traits. Et oui, j'ai parfaitement conscience qu'il va falloir apporter quelque chose de nouveau et de plus intéressant pour avoir un scénario vendeur. Mais je vous l'ai dit, j'ai de l'ambition pour ce projet. Rajoutons la scène de la communion. Si elle allait à la messe tous les jours, Jeanne sait parfaitement que le tabernacle est le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré de l'Église, qu'un calice sert à recevoir des hosties, le corps du Christ, et le vin de messe, son sang. Il est absolument inenvisageable que Jeanne puisse se comporter ainsi avec les éléments les plus sacrés de la religion catholique. C'est impossible. Et même si elle l'avait fait pour communier, elle n'en aurait jamais renversé une seule goutte. C'est le sang du Christ pour elle. Enfin, c'est quoi cette mise en scène dégénérée? Avec l'orage pour amplifier la dramatisation de la scène, on dirait un film de vampire, sans déconner. Plus tard, elle fait écrire une lettre au roi anglais pour lui laisser une chance de quitter la France en paix. Nickel. C'est exactement ce qu'elle a fait. Mais c'est bizarre quand même. Il y a 10 minutes, elle voulait voir les Anglais brûler en enfer. Vous voyez? C'est pour ça qu'une motivation mal gérée ne peut pas être rattrapée par la suite. Bref. Passons maintenant au personnage de Jeanne, et ça part en vrille assez rapidement. Je vous épargne la rencontre avec le roi parce que c'est plutôt bien géré. En revanche, dès qu'elle arrive à Orléans, elle rencontre Jean de Dunois, le tarbat d'Orléans, d'où elle part toute seule sans savoir où elle va. Elle est insupportable, elle venait à peine d'acquérir un certain statut auprès du roi, pas des hommes et des seigneurs qu'elle va diriger. Elle était déterminée, certes, mais respectait profondément Jeannot, elle ne se comportait pas comme une hystérique avec des seigneurs. Mais attendons 3 minutes, elle va peut-être se Mais c'est pas vrai. Bon, c'est clair, elle est tarée. A l'inverse, Jeanne n'a jamais refusé que le peuple la voie, l'entende ou la touche. Elle avait conscience d'être un message d'espoir pour le peuple. Elle qui les voyait si déprimés et malheureux, elle avait au contraire à cœur de leur apporter du réconfort. Quoi? Mais quoi? How dare you stop me from doing God's will? Et elle s'énerve parce qu'on l'empêche de faire la volonté de Dieu? Mais c'est pas Dieu qui lui dit de faire ça. C'est un putain de caprice de gamine de 8 ans. Ou de Britney Spears. Oh! Oh mon Dieu! Donc, au-delà du fait qu'elle s'est fait couper les cheveux un bon 2 mois plus tôt avant même de rencontrer le roi et à la demande de ses voix, vu que c'est un fait établi, mon Lulu a changé cet événement pour faire passer un message. Jeanne est folle. Et ça va durer tout le reste du film. Quelques minutes plus tard, tranquillou, Jeanne est en train de glander au plumard pour récupérer une toute petite blessure et délire dans son sommeil. Elle revit le viol de sa sœur. Elle se lève, repart au chocolat et libère Orléans. En langage symbolique, ça veut dire c'est de revivre le viol inventé par le réalisateur qui lui donne la motivation d'accomplir sa tâche. Vous voyez où je veux en venir? Revoilà l'arrivée de ce personnage que l'on pense être le Christ. Christ qui se met à saigner alors qu'il accuse Jeanne d'en être responsable, mais avec la voix de Dustin Hoffman. Ça aura son importance plus tard. Cette fois-ci, ce n'est plus un personnage qui insinue qu'elle est maléfique, c'est le film lui-même. Lulu veut qu'on croie à une œuvre diabolique, alors que c'est en nous que ce doute doit naître. Et c'est reparti. Saint-Michel cessa de lui apparaître au début de son emprisonnement, Sainte Catherine et Sainte Marguerite quelques semaines seulement avant son exécution. Pas à la défaite de Paris, ni encore moins avant. Et maintenant qu'on a déjà évoqué qu'elle était peut-être guidée par le diable, bim! Cette fois c'est Jean d'Aulon, fidèle parmi les fidèles, qui lui demande si elle ne les invente pas tout simplement. Peut-être qu'il a eu des doutes. Une bonne partie de son armée a sûrement douté tôt ou tard. Mais vu qu'aucun n'en a parlé lors de son procès, alors pourquoi l'inventer? Parce que ça sert le scénario. Ça amorce la chute de Jeanne. C'est juste dommage de le faire comme ça. Why were you yelling like that? Ce film me piétine les gonades avec des crampons de 18. Je fais vraiment ça pour vous. Donc, Dustin Hoffman revient pour un dialogue interne sur la véracité de ses visions et de sa mission. Le film veut nous montrer qu'elle est folle, qu'elle a tout inventé, et va même nous le démontrer avec la scène de l'épée. Yet from an infinite number of possibilities, you had to pick
this one. Et vous savez pourquoi? Petit tour sur n'importe quel site qui nous montre le casting du film. Dustin est la conscience de Jeanne. Elle est en fait schizophrène et tout ce qu'elle a vu n'est que pure invention. Ce qu'elle a cru être le Christ n'était en fait qu'une invention de son esprit malade. En tant que spectateur, tu as le droit de croire à sa mission divine. Mais ce n'est que parce que tu connais l'histoire et que tu t'y attends. Le film, lui, t'explique et te démontre le contraire. Now, you tell me why God let all those battles happen in the first place. Et voilà, nous y sommes. Presque à la fin du film, mais surtout, nous y sommes. Jeanne en veut maintenant à Dieu de l'avoir laissé combattre. Le pire étant que la scène précédente est franchement réussie. La tension et son stress montent progressivement, le dialogue est bon, et nous montre la détresse qu'elle éprouve à la fois à rester fidèle à sa parole de ne pas révéler ce que disaient ses voix aux Anglais, tout en défendant ses actions. Mais dans une scène qui fait écho à celle où elle accuse Dieu du viol et du meurtre de sa sœur, elle accuse maintenant Dieu de laisser faire les guerres et couler le sang. Et vous savez ce qui me permet d'affirmer qu'elle y fait écho? Parce que la confession a lieu à 19 minutes du début et celle-ci à 19 minutes de la fin. Tu t'es fait chier pour cette vidéo, non? Oui, je me suis fait chier pour cette vidéo. Et ce qui me gonfle, c'est qu'une fois de plus, cette scène est très bien réalisée. Les mises en abîme successives d'éléments vus plus tôt dans le film marchent ultra bien. Voilà mon principal problème avec ce film. L'incident déclencheur a donné à Jeanne de bonnes motivations, en fait un personnage crédible, mais qui ne sont conformes ni à l'histoire, ni à la légende. Le Jeanne d'Arc de Luc Besson est un bon film, mais fait avec de mauvaises intentions. Bon, on en a fini avec cette première partie de ma critique, et c'était dense, je m'en excuserai presque, mais si vous avez pris autant de plaisir à la regarder que je n'ai pété de câble à l'écrire, ça en valait la peine. La prochaine concernera la mise en scène, les autres personnages, et sera bien plus digeste. Comme d'habitude, vous savez quoi faire pour me soutenir, liker, commenter, partager, et j'en profite pour vous rappeler également que vous pouvez me suivre sur... Oh merde, tiens, finis toi. Il a aussi TikTok et Instagram. Ça valait le coup? Comme d'habitude, je vous souhaite d'être heureux, de faire de belles choses et de belles rencontres, et surtout n'oubliez pas, c'est beau la France!